Bonjour les amis, fans de l'Olympique Lyonnais, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais faire un peu le point sur les dossiers compliqués du moment. Vous allez voir, il y en a pas mal. On va parler de Wilfried Zaha, puisqu'un article est paru dans Foot Mercato, un article terrible, je n'ai pas peur des mots, sur Wilfried Zaha. Donc on va voir le témoignage d'un journaliste qui suit la Première Ligue et d'un journaliste qui suit le championnat turc, et vous allez voir que ça fait un peu peur. On parlera également de Ryan Cherki, puisque John Textor a évoqué son cas. Donc je vais essayer d'expliquer un petit peu la situation de Ryan Cherki et la vision de John Textor par rapport aux joueurs. On parlera également de Saïd Benrahma, vous l'avez sans doute noté, qui n'est pas du tout entré en jeu lors des 2 derniers matchs. Quel avenir pour Saïd Benrahma dans notre effectif ? On parlera également de Mamadou Diawara, qui lui n'était même pas dans le groupe lors du dernier match. Tout le monde trouve que notre milieu de terrain n'est pas bon, et pourtant, un des jeunes joueurs, on va dire, qui a plutôt démontré des bonnes choses quand il a eu sa chance, lui aussi est mis de côté. Donc là, vraiment, c'est quand même très surprenant. Et on terminera par, on va dire, quelque chose qui m'a un petit peu agacé avec Pierre Sage, la gestion de Corentin Tolisso lors du dernier match face à Lens, puisque Pierre Sage nous avoue quelque chose qui, moi, ne me plaît pas trop. On va commencer donc par Wilfried Zaha, donc vous le savez, recrue 100% John Textor, qui l'a bien connu lorsqu'il était à Crystal Palace, puisque le joueur a fait l'essentiel de sa carrière à Crystal Palace. Et donc il y a 3 jours, vous le voyez, le 14 septembre, Foot Mercato, s'est demandé où en était Wilfried Zaha, qui a vraiment été une des vedettes du championnat de Première Ligue. Et donc vous allez voir que ça peut faire tiquer un petit peu tout ça. Bien, on va lire tout simplement l'article, tout du moins ce qui nous intéresse. Alors après nous avoir rappelé que le joueur est arrivé sous forme de prêt, un prêt payant de 3 millions d'euros, l'OL ne paye qu'une petite partie du salaire du joueur, un salaire extrêmement élevé, plus de 6 millions d'euros, un truc de fou, mais c'est vrai que maintenant en Turquie on donne aussi des salaires très très importants, et Salim Bengali, que vous connaissez bien si vous suivez la Première Ligue, journaliste de Canal+, et donc Salim a souvent commenter les matchs de Wilfried Zaha. Avant Galatasaray, Wilfried Zaha est l'enfant chéri de Crystal Palace. Lorsqu'il prendra sa retraite, il sera une légende là-bas. Ses dernières saisons ont été particulières. Il a eu un pic en 2021-2022 où il met 14 buts en Première Ligue, où il est à fond. C'était un élément clé pour son équipe. Il marquait des buts, il était impliqué sur d'autres, notamment sur les avant-dernières passes. Il était également impliqué sur le jeu défensif. Ensuite, il a eu des moments plus durs à Crystal Palace, c'est aussi pour ça que Galatasaray l'a récupéré. Palace ne voulait plus le garder, Oliver Glasner n'était pas intéressé par lui, mais sur les dernières impressions laissées à Palace, ce n'était pas ultra positif, dans le sens où c'est un joueur qui a joué toujours sur son explosivité et sa vitesse, mais qu'on le veuille ou non, en prenant de l'âge, on a moins d'explosivité. Il faut donc changer sa manière de jouer, et je n'ai pas eu l'impression qu'il a changé tant que ça. Alors, il a toujours des à-coups et des moments assez bruts exceptionnels. Il y a des frappes, des dribbles exceptionnels ou des passes remarquables, pas de problème là-dessus. Mais c'est seulement par à-coups. Quand je dis ça, je ne parle pas pendant un match, mais pendant une saison. Dans le jeu qui sera sans doute demandé à Lyon sur son côté, il faudra faire un travail défensif, et ce travail, il ne le faisait plus déjà depuis un moment à Palace. Pour toutes ces raisons, je ne suis pas forcément ultra positif et optimiste le concernant. Alors vous le voyez, Salim Bengali n'est pas totalement convaincu par Wilfried Zaha 2024. Il nous dit qu'il a eu son pic il y a quelques années, mais qu'il a énormément perdu en explosivité et qu'il ne fait aucun travail défensif. Qu'évidemment, ce n'est pas fait pour nous rassurer.
Bengali l'a suivi en première ligue, donc il a quitté la première ligue il y a un peu plus d'1 an. Et désormais, donc, il évolue en Turquie. Et justement, on a un témoignage d'un journaliste turc. Alors, on nous dit que ses statistiques lors du dernier exercice ont été globalement correctes. Il a participé à 43 rencontres, toutes compétitions confondues, dont 18 dans la peau d'un titulaire. Donc, vous voyez quand même moins d'un match sur 2. Il faut tout de même préciser qu'il a été blessé à 3 reprises durant la saison, notamment une en début d'exercice qui lui a fait manquer 33 jours de compétition et 7 rencontres. L'international ivoirien a trouvé le chemin des filets à 10 reprises. Vainqueur du championnat turc avec son club, il a aussi délivré 5 passes décisives, des chiffres honorables, mais qui ne disent pas tout. Le journaliste pour le média turc Sergen Dag, pardon pour la prononciation, nous en dit un peu plus sur l'attaquant qu'il a pu suivre l'an dernier. Zaha est arrivé à Galatasaray l'année dernière avec de grandes attentes, mais il n'a jamais pu égaler ses performances à Crystal Palace. Lorsqu'il est arrivé, sa blessure est revenue et il n'a pas joué pendant un certain temps. Il était l'un des meilleurs dribbleurs de Première Ligue, mais il semblait avoir perdu cette qualité à Galatasaray. Il pouvait parfois être efficace, c'était la plus grande déception des fans. On a même dit pendant un certain temps que ses performances étaient liées à la structure de jeu de Galatasaray. Ses compétences dans les zones étroites ont été discutées. Je pense qu'il n'a pas pu s'adapter à la Turquie. Il était la star à Crystal Palace, à Galatasaray. La star, c'était Mauro Icardi. Je pense qu'il n'a pas pu accepter cette situation. Il a ajouté ensuite, on a aussi beaucoup parlé de ses expressions faciales qui traduisent son insatisfaction. Il a rapidement perdu sa place dans le 11 de départ après une partie de la saison. En ce qui concerne son jeu, je pense qu'il a perdu sa prise de vitesse et du coup sa capacité à dribbler a été moins importante. Il peut être à son meilleur niveau s'il évolue en tant que deuxième attaquant. Il peut bien fonctionner s'il est utilisé dans ce rôle à Lyon. J'espère qu'il apportera la contribution attendue. Bon, vous le voyez, c'est pas un enthousiasme débordant du côté de Wilfried Zaha, que ce soit sa dernière saison en Première Ligue ou sa saison à Galatasaray. Le joueur est décrit comme un peu vieillissant, ayant eu du mal à récupérer après ses diverses blessures. Donc écoutez, je ne vois pas tellement de place pour ce joueur. On nous dit qu'il ne peut plus vraiment jouer ailier parce qu'il n'a plus de vitesse, tout simplement. Alors il a peut-être sa technique pour jouer numéro 9, mais en numéro 9 on a déjà Lacazette, on a Orban, on a évidemment Mikotadze et peut-être le jeune Molébé que l'on espère voir quelquefois pour qu'il puisse goûter au monde professionnel. Et on nous dit surtout que quand il n'est plus la star de l'équipe, il a tendance à, on va dire, matérialiser sa frustration. Alors, on peut toujours imaginer qu'un joueur puisse ne pas se sentir dans des conditions optimales et ne pas donner son plein rendement, et que à l'OL, eh bien, il pourra le faire. Bon, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cet article ne nous rassure pas tellement sur les capacités de Wilfried Zaha. Je vois ici que il y a un petit article qui est sorti également sur Pierre Sage qui rend hommage à Dejan Lovren. Effectivement, Pierre Sage était invité hier dans OL Night System, je crois que c'est le nom de l'émission, sur l'OL Play. Et effectivement, il a dit que Dejan Lovren avait réuni tout le groupe pour les remercier, pour leur souhaiter une bonne continuation, et que visiblement le professionnalisme de Lovren a été noté. Alors je ne sais pas dans quel état est Lovren, mais je me dis que si on persiste avec une défense à 3 défenseurs centraux, que ce soit en 3-5-2 ou en 3-4-3, c'était peut-être pas dingue de garder Lovren, de garder Diomande et évidemment Adrielson. Bon, en tout cas, c'est des choix qui ont été faits et qui me laissent un petit peu perplexe. En tout cas, moi, je lui souhaite évidemment une bonne poursuite de carrière. Nous, ça nous permet d'économiser un gros salaire. Et lui, ça va lui permettre tout simplement de rejouer au foot. Il est parti en Grèce, au PAOK. Alors, passons au dossier Ryan Cherki, parce que j'avais déjà fait une vidéo pour revenir sur un des aspects de la conférence de presse de John Textor. Il a évoqué le cas Ryan Cherki. Là aussi, c'est passé un petit peu vite et je pense que certains ont peut-être été surpris de ne pas voir Cherki dans le groupe lors du dernier match. John Textor, en gros, a expliqué que pour lui, un joueur avait de la valeur
quand il passait des minutes sur le terrain et qu'il n'était pas en fin de contrat. En gros, ce qu'il dit, c'est que Ryan Cherki, qu'il joue ou qu'il ne joue pas, l'OL va payer son salaire. Par contre, en termes de valeur, s'il part en juin 2025, quel que soit son temps de jeu, sa valeur n'augmentera pas. À l'inverse, s'il prolonge d'1 à 2 saisons, eh bien, le faire jouer, c'est intéressant parce que ça peut faire monter sa valeur. Donc, le parti qui a été pris par le club, c'est en gros, tant que Ryan Cherki n'aura pas prolongé, eh bien, il ne jouera pas. Bon, moi, je ne suis pas tellement d'accord avec cette manière de voir, tout simplement parce que je trouve idiot de payer un joueur pour qu'il ne joue pas. Après, s'il part libre, tant pis, qu'est-ce que vous voulez faire? Il veut partir libre, il part libre. Mais je pense qu'on est déjà suffisamment en déficit de créativité dans notre équipe pour se priver, un petit peu comme Fofana, d'un des rares gars qui a de la créativité dans notre équipe. Donc je trouve cette méthode pas très finaude et au final quand même assez contre-productive parce que aller expliquer aux supporters que Ryan Cherki, qui a marqué 1 but la saison passée en championnat, eh bien n'a pas trouvé preneur cet été, et que non seulement on va le prolonger, donc lui donner encore 3 à 4 millions de salaire sur 1 voire 2 années de plus, et qu'en plus on va lui augmenter son salaire. Enfin vraiment, situation très très surprenante. Notons qu'actuellement ce qui coince pour la prolongation, c'est que Ryan Cherki ne veut signer que pour 1 année supplémentaire, alors que le club voudrait 2 années. Et on est quand même le 17 septembre et ce dossier n'est pas clôturé, c'est quand même un petit problème. Bon, voilà, on est dans un bras de fer et il faut bien le reconnaître, pour le moment, c'est quand même le joueur qui a les cartes en main, puisque c'est à lui de décider s'il accepte de prolonger 2 ans. Visiblement, pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, quand va-t-on revoir Ryan Cherki sur le terrain? Pas demain la veille, si vous voulez mon avis. Donc Pierre Sage était invité donc hier dans OL Night System, émission qui a lieu à 18h tous les jours sur l'OL Play. Il n'a pas dit des trucs vraiment très très intéressants. Ce qui m'a un peu amusé, c'est que lui considère que les joueurs n'ont pas été assez récompensés avec le match nul 0-0 à Lens, qu'on a eu des opportunités, Jean-Marc, il ne dit pas des occasions, il dit des opportunités. Alors, il y a le tir de Lacazette, ok, pas de souci, parade grandiose de Brice Samba. Il n'a pas mentionné le tir de Abner, dans un angle assez fermé, il faut le reconnaître, mais dans les occasions, il met les 2 buts refusés pour hors-jeu d'Orban. Alors ça, je suis quand même surpris. Comment pouvez-vous mettre dans des occasions de but des trucs qui sont hors jeu? Ça, j'avoue que je suis très surpris. D'ailleurs, je note que pendant le résumé du match qui a été fait par l'OL Night System, ils ont eu du mal à trouver des occasions. Et en fait, j'ai vu dans le sondage que globalement, vous étiez plutôt satisfait du match nul en considérant que Lens, c'est difficile de gagner à Bollaert. Donc finalement ramener un point, c'était pas si mal. Bon, moi, vous le savez, je ne suis pas du tout sur cette ligne. Si on avait gagné nos 3 premiers matchs et qu'on fasse match nul à Bollaert, je vous dirais on se retrouve avec 10 points après 4 journées, c'est pas mal. Mais là, le problème, c'est que vous avez déjà concédé une défaite à Rennes, vous concédez une défaite aussi face à Monaco. Ça passe pas loin contre Strasbourg, même si sur l'ensemble du match, je pense que la victoire est méritée. Donc ces points, il va bien falloir les rattraper un jour. Et vous avez Marseille qui arrive en fin de semaine. Alors, j'ai vu dans les commentaires que un certain nombre étaient convaincus qu'on allait gagner contre Marseille. Moi, je ne suis pas convaincu. Je l'espère bien entendu, mais je ne suis pas convaincu. Ce qui fait que si vous faites ne serait-ce qu'un match nul contre Marseille, eh bien vous vous retrouvez avec 5 points en 5 matchs. Donc le titre, évidemment, je pense que c'est ridicule d'y croire. Mais même la qualification pour la Ligue des Champions, ça deviendrait quand même assez compliqué, même si la saison est longue. Mais vous avez énormément d'équipes à remonter. Et là, c'est pas pour être 6 ou 7e du championnat, c'est pour être dans les 3 premiers. Donc vous devez batailler avec des équipes qui elles-mêmes gagnent beaucoup de matchs. Bon, donc j'ai pas été très convaincu par ces explications. Ce qui ne m'a pas
plu du tout, par contre, c'est l'affaire Tolisso. En effet, Pierre Sage explique que Tolisso avait un bandage autour de la cuisse parce qu'il avait pris un coup un peu plus tôt dans le match, et puis qu'à un moment, après une action, il se retourne vers le banc et il fait un signe de moulinette avec son bras. Pierre Sage l'interprète comme je dois sortir, il faut me changer, alors qu'en fait Tolisso voulait simplement dire qu'il fallait enlever le bandage ou changer le bandage. Donc il demande un changement, il fait sortir Tolisso. On l'a vu, et je l'ai commenté en direct, que Tolisso était furieux sur le banc, tout simplement parce qu'il ne voulait pas sortir. Alors moi je considérais qu'il était quand même en déclin sur le plan physique, mais enfin bon, il n'était pas content de sortir. Et ce qui me gêne, d'une certaine manière, c'est pas qu'on fasse une bourde, mais c'est surtout qu'on grille un changement en faisant ça. On grille un changement sur une erreur, ce qui fait qu'en fin de match, quand Matic nous fait encore le coup des crampes, et vous faites rentrer Tessman, et derrière, vous n'avez plus de changement du tout. Alors que Nuama s'échauffait, je dis pas que ça aurait tout changé, mais en sortant Tolisso, vous vous privez d'un changement offensif. Donc ça me déplaît fortement parce que je trouve ça vraiment pas professionnel du tout. Voilà, je voulais le mentionner parce que c'est quelque chose vraiment qui ne m'a pas plu. Bon, Pierre Sage reste encore un jeune coach, il va falloir quand même s'améliorer sur ce genre de situation. Passons maintenant au cas Saïd Benrahma. Et oui, Saïd Benrahma, dont vous le voyez, sur les 2 derniers matchs, que ce soit face à Strasbourg ou face à Lens, est resté sur le banc. Heureusement pour lui, il joue avec l'équipe nationale algérienne, d'ailleurs 2 victoires. Donc ça lui permet d'avoir du temps de jeu, de ne pas perdre totalement le rythme. Mais sinon, à Lyon, clairement, son statut a nettement baissé. Alors, je vais pas dire que c'est immérité, parce que personnellement, je n'ai pas du tout, mais alors pas du tout aimé l'été de Saïd Benrahma. Alors, les notes Live Sport valent ce qu'elles valent, mais en tout cas, vous voyez que, en tout cas, elles ne sont pas bonnes. Très inefficaces, pas de but, pas de passe. Certes, un petit but contre l'Union Berlin, mais toujours dans ce match-là, le problème de jouer contre des joueurs de 2e division en 2e mi-temps. Et vous voyez, avant ça, 0 but, 0 passe, 0 but, 0 passe, 0 but, 0 passe. Bon, voilà, on a un Saïd Benrahma qui clairement a reculé très très fortement dans la rotation. Ça avait été un peu la belle histoire de l'hiver dernier. Vous avez vu avec West Ham, le transfert annulé, puis finalement validé, etc., etc. Les gâteaux ou les bonbons de sa maman. Enfin bon, tout un cinéma, qui est très sympathique, mais bon, joueur qui, je trouve, a eu vraiment un apport positif à son arrivée, il n'y a pas de souci. Mais bon, cet été, moi déjà, je le trouve pas en forme, je le trouve un peu lourd. Et en plus, évidemment, le 3-5-2 fait des victimes. Et si on regarde le dernier match, on va regarder la compo tout de suite. Eh bien, ce 3-5-2, évidemment, il pénalise énormément les ailiers. On a vu Fofana rentrer à 10 minutes de la fin, et pas en position d'ailier, on n'est pas passé en 3-4-3, il est rentré en tant que piston. Et du coup, Nuama n'a pas du tout joué, et Benrahma n'a pas du tout joué. Bon, et puis si Zaha avait été là, il n'aurait pas joué non plus. Donc évidemment, 3-5-2, ça condamne les ailiers. Alors ça veut pas dire qu'ils vont pas jouer, on peut très bien imaginer que pour avoir une équipe plus offensive, parce que vraiment ce 3-5-2, d'accord, il est protecteur, on a fait une clean sheet, ok, formidable, mais à un moment donné, il va quand même falloir gagner des matchs. Or là, ce 3-5-2, tout simplement parce que Maitland-Niles ne monte pas, Cacré, Matic, Tolisso, c'est hyper lent. Cacré, techniquement, c'est catastrophique depuis le début de la saison. Et Abner, c'est sympathique, mais c'est pas très tranchant. Donc, je suis pas certain qu'on continue avec ce 3-5-2, que moi je trouve pas satisfaisant. Donc je préférerais, si on veut jouer à 3 défenseurs centraux, garder des pistons. Alors certes, enlever un milieu de terrain, jouer en 3-4-3, ça me paraîtrait un peu plus ambitieux, mais quand même risqué. Parce que dans un 3-4-3, évidemment, vous avez un joueur de moins au milieu de terrain, donc vous avez le risque de prendre des vagues. Donc ça, c'est un petit peu un souci
que le coach Pierre Sage va devoir gérer. En tout cas, tout ça pour dire eh bien, que notre ami Benrahma, il est un petit peu dans la sauce. Alors par chance, il n'est pas très vieux, il vient d'avoir 29 ans. Je pense quand même qu'il a une certaine valeur marchande sur le marché des transferts. Peut-être pas forcément en Europe, mais peut-être dans les pays d'Arabie Saoudite, en Turquie, en Grèce. Donc moi, mon intuition, c'est que Saïd Benrahma sera transféré au mois de janvier. Ça aurait un triple intérêt, déjà à faire de la place à Luis Enrique et à Thiago Almada. Récupérer, une quinzaine de millions pour la DNCG. Donc ça, ce serait aussi une bonne chose. Et puis pour le joueur, retrouver du temps de jeu parce que l'on joue en 3-4-3 ou en 3-5-2, j'ai du mal à lui trouver une position. Je trouve que Fofana est passé devant lui, clairement, mais très très clairement. Donc avoir des joueurs qui ont une valeur de 15-20 millions sur le banc pour qu'ils jouent 10-15 minutes en fin de match, je trouve que c'est pas très positif. En tout cas, voilà. Saïd Benrahma, quel avenir à l'Olympique Lyonnais? N'hésitez évidemment pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. On continue avec un joueur qui, lui, on ne sait pas ce que Pierre Sage pense de Mamadou Diawara. Moi, je me pose des questions parce que, pour tout vous dire, j'apprécie le joueur. Alors certains me disent comment tu peux l'apprécier, on l'a tellement peu vu. Oui, mais le peu que j'ai vu de lui m'intéresse. C'est un milieu grand, physique, box-to-box, rapide. Évidemment, c'est pas facile pour lui parce qu'il a vraiment des bouts de match. Donc quand vous avez des bouts de match, peut-être vous avez envie d'en faire un peu trop, vous n'avez pas vraiment le temps de vous installer dans des matchs, mais c'est très compliqué. Mais ce que je constate, c'est que alors que notre milieu de terrain n'est pas très satisfaisant, Mamadou Diawara n'a pas du tout sa chance. Pas dans l'équipe lors du dernier déplacement. Sur le banc, 0 minutes de temps de jeu face à Strasbourg, 10 minutes face à Monaco, 6 minutes à Rennes, des bouts de minutes en préparation. Et ce qui m'interloque le plus, les amis, c'est qu'il n'a pas été retenu dans l'équipe des U19. Il a fait les matchs amicaux avec l'équipe U19 et ensuite il n'a pas été dans la sélection définitive. Alors certains me disent « Ah oui, non, mais c'est rapport à son Ramadan, etc. » Non, pas du tout. Cette histoire de Ramadan, c'était pendant le Ramadan. Et là, au mois de juillet, il n'y avait pas de Ramadan. Et donc, il était dans la sélection et il n'a pas été retenu dans la liste finale, contrairement par exemple à Mamadou Sarr et à Saël Koumbedi. Donc, il n'a pas été retenu. Et là, je vois qu'une nouvelle fois, il n'est pas retenu. Donc, je me demande ce qui se passe avec Mamadou Diawara, qui lui aussi, malheureusement, je pense, sera un candidat au départ au mois de janvier. Vous savez qu'on avait eu une proposition des, je crois, Glasgow Rangers, je ne suis pas sûr, d'une dizaine de millions. Je pense que si les Glasgow Rangers reviennent à l'assaut, Mamadou Diawara partira là-bas. Parce que, écoutez, en plus, on vient de recruter Verretou et Tessman, donc 2 joueurs au milieu de terrain. Donc je ne vois pas tellement d'avenir à l'Olympique Lyonnais pour Diawara. En tout cas, ce que je constate, c'est que Pierre Sage ne semble pas tellement compter sur lui, quand même, pas dans l'équipe, sur le banc pendant tout le match face à Strasbourg. Je me pose vraiment des questions sur la relation entre le joueur et l'entraîneur. Voilà les amis pour ces dossiers problématiques du moment. N'hésitez évidemment pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de tout cela. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, activer les notifications. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.